Bonjour à tous et merci d'assister à ce débat intitulé Liberté publique, censure et violence policière, organisé en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme. Alors la Ligue des droits de l'homme a constaté depuis quelques années déjà une dérive autoritaire liée d'abord à l'état d'urgence et a initié à ce moment-là des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières dans plusieurs villes et départements afin de rendre compte de manière objective de la réalité du terrain et d'alerter sur les violences et pratiques abusives de la police, notamment lors de manifestations. Depuis l'automne 2018, avec l'arrivée du mouvement des Gilets jaunes, ça a donné lieu à une répression policière particulièrement violente, occasionnant de nombreuses blessures et même des mutilations. Ces comportements abusifs ont également été constatés auparavant lors des manifestations contre la réforme des retraites, les mouvements lycéens et étudiants, ou encore même des manifestations écologistes. Mais ces violences s'exercent aussi à l'occasion de contrôles, notamment dans les quartiers populaires et envers certaines catégories de population. Ces interactions entre la police et la population sont de plus en plus violentes, notamment de la part de la police. Alors, des collectifs de familles de victimes se sont constitués. Des policiers eux-mêmes ont dénoncé récemment des échanges et des comportements racistes de la part de certains de leurs collègues. Enfin, dernier fait marquant, mi-juin 2020, un collectif d'artistes crée une fresque représentant les visages de George Floyd et d'Adama Traoré, deux hommes noirs décédés lors d'interventions policières, l'un aux États-Unis, l'autre en France. Cette fresque porte une inscription contre le racisme et les violences policières. Elle a fait l'objet de vives contestations de la part d'un syndicat de police. Ça a amené le ministre à tenir des propos discutable et au préfet du département a ordonné d'effacer le terme policière. Tout ça dans un mélange des genres assez étonnant pour une création artistique. On va parler de tous ces sujets. Vous voyez, le débat va être large avec plusieurs intervenants. Je vous les cite dans l'ordre. Juste à côté de moi, Nathalie Théiot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante de l'Observatoire parisien des libertés publiques. À côté de vous, Anthony Caillé. Vous représentez la CGT Police. Bonjour. Un peu plus loin, Daniel Véron. Vous représentez l'Observatoire de la liberté de création. À côté de vous, Marie-Christine Bergia, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et jusqu'à l'année dernière, vous étiez députée européenne, vous l'avez été pendant 10 ans. En face de moi et donc à côté de Marie-Christine Bergia, Azedine Taibi, vous êtes maire de Stein, ville du 93, de la Seine-Saint-Denis, donc depuis 5 ans. C'est à vous que je vais donner la parole en premier. Azedine Taibi, puisqu'on va parler, Taibi, pardon, vous avez inauguré cette fresque. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots son histoire et nous dire où en est cette affaire? D'accord. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier de m'inviter à ce débat. C'est une manière aussi de pouvoir rester en connexion avec la fête de l'UMA qui va énormément nous manquer ce week-end. Donc merci de m'inviter et puis de m'inviter y compris sur un sujet extrêmement important. Très rapidement, un peu l'historique de cette réalisation d'un collectif stanois, d'un collectif d'artistes stanois, le collectif A. Pour être très transparent, j'avais eu l'idée avec ce collectif quelques jours avant le rassemblement prévu sur la République, sur la place de la République, qui avait été initié par le collectif Adama Traoré. L'idée, quelque part, de trouver une manière d'illustrer ce combat pour la justice et la vérité d'Adama Traoré. Et puis, on avait aussi l'actualité avec le meurtre de George Floyd, d'illustrer d'un point de vue artistique je dirais, ce sujet important. Donc j'ai demandé aux artistes, voilà, est-ce que vous n'avez pas une idée sur comment on pourrait illustrer sous forme de fresques, de graphes, la question du racisme, la question des violences policières. Et je leur ai donné carte blanche sur ce sujet. C'était très clair, de manière assez générale. J'ai mis à disposition, et je tiens à le dire, un mur qui appartient à la municipalité, au patrimoine de Stein, donc un immeuble en plein centre-ville. Et je leur ai dit, écoutez, bah, voilà, faites acte d'une
d'une réalisation artistique et culturelle avec un message fort. Voilà. Donc ils ont du coup travaillé là-dessus et on a inauguré cette fresque le jeudi qui précédait le rassemblement sur la place de la République qui était prévu le samedi d'après. Une inauguration avec ma présence, la présence des élus, parce que c'était aussi important. Je voudrais aussi peut-être expliquer que le message envoyé racisme, contre le racisme et les violences policières, bien évidemment, n'incrimine pas l'ensemble des policiers qui, pour une très grande partie, font très très bien leur métier, je le redis, parce que par moments, j'ai eu un peu le sentiment de vouloir me justifier. Voilà. Je pense que la fronde menée par un syndicat parmi les autres avait une idée, je dirais, bien intentionnée de mener cette fronde pour dire non, il n'y a pas de violence policière. Je reprends exactement les termes de certains responsables du syndicat Alliance. Parfois, il y a des comportements, bon, encore, il parle à peine de bavure. C'était aussi un message fort envoyé auprès de la République et auprès de ses institutions que de condamner les violences policières, que de condamner le racisme au sein de cette institution. Et quelque part, c'est aussi peut-être aussi pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux, à tous ces policiers qui travaillent au quotidien et qui n'ont pas du tout ce comportement. Donc je pense que c'est aussi un message envoyé vers une institution qui représente la République. C'est aussi un message envoyé aussi vers toutes les populations des quartiers populaires, pour ne pas faire non plus l'amalgame entre, je dirais, des comportements qui sont inadmissibles et qui doivent être condamnés, que l'on peut voir au sein de la police, que l'on peut voir aussi à l'extérieur de la police. Moi, je suis le premier aussi quand un policier est pris à partie dans un quartier ou dans un endroit par des individus, par des voyous. Je suis le premier, moi, en tous les cas, je dirais, à m'offenser, à dire que c'est inadmissible. J'ai le souvenir d'un policier tout près d'Austin, à Épinay, qui avait été tué. Voilà, j'avais été rencontrer le commissariat. Donc voilà, il faut que sur ce sujet-là, il n'y ait pas, je dirais, deux poids, deux mesures. Voilà. Et moi, je suis des comportements violents, agressifs envers les forces de l'ordre, comme je suis aussi quand il s'agit de certains policiers au sein de cette institution. Et je pense que si, pour un lien très fort entre la police, compris un certain, c'était aussi un geste à envoyer là-dessus. Donc, pour finir, il y a eu l'inauguration, j'ai participé ensuite à très nombreuses années. Ça venu à Stains pour protester contre cette fresque. J'ai immédiatement vocation à découdre. Moi, le syndicat ne vient pas sur Stains et ils étaient au parvis de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Ils ont été d'ailleurs reçus par le préfet. Et à la suite de ça, le préfet m'a envoyé un courrier me demandant de retirer la fresque, que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Et je précise que cette fresque-là n'avait pas vocation non plus à rester en permanence. Elle est aussi éphémère. On prévoit d'ailleurs un autre projet sur ce lieu, etc. Donc voilà, très surpris de voir que le préfet s'ingère dans ce type de sujet, quoi. Entre-temps, la fresque a été vandalisée plusieurs fois. A été vandalisée à 2 reprises, tout à Oui. fait, une fois de manière... voilà. Et les auteurs ont été identifiés, puisqu'il y a une vidéo qui a circulé émanant de groupuscules d'extrême droite, une personne identifiée qui a reconnu avoir, je dirais, saccagé la fresque. J'ai porté plainte, parce que j'ai eu depuis des menaces extrêmement importantes et qui malheureusement sont montées de plus belle. J'ai aucune suite d'ailleurs de cette plainte-là. Cette personne a été identifiée et à ma connaissance, cette personne n'est nullement inquiétée par la justice à ce jour, quoi. Donc là, il y a un climat extrêmement préoccupant quand même qui... Et alors vous, cette injonction du représentant de l'État, hein, puisqu'un préfet c'est un représentant de l'État, qu'est-ce que vous risquez si vous ne l'appliquez pas? Est-ce que vous savez jusqu'où ça peut aller? J'avais jusqu'au 29 août pour supprimer au moins tout en partie la fresque, mais surtout cette phrase. Voilà, violence policière. Pour eux, ce n'était pas un sujet de laisser racisme, mais surtout de retirer cette phrase et violence policière. Donc j'avais jusqu'au 29 août, ça n'a pas été effectué. Le préfet a 2 solutions. Soit il poursuit cette démarche auprès du TA, il demandera au juge de s'exprimer sur cette question, soit d'ici là, si je décide et c'est d'ailleurs ce qu'on a envisagé. Le pire, c'est ça, c'est qu'on a envisagé à un moment donné de passer à une 3 fresques. C'est un mur, voilà, éphémère que je laisse à disposition aux artistes, qui est en centre-ville. Et donc, voilà, donc je ne sais pas encore la position du préfet. On pourrait imaginer qu'un procès
ça pourrait être aussi une tribune. Il y a des procès qui ont plus de résonance qu'un simple jugement. C'est-à-dire que si on vous faisait un procès pour ça, ça pourrait être l'occasion d'exposer publiquement voilà, cette censure, en tout cas de questionner l'action de l'État dans cette affaire. Merci beaucoup, Azzedine Taïbi. Je vais passer la parole tout de suite à Daniel Véron, qui représente donc l'Observatoire de la liberté de création, dont il va nous dire rapidement quelques mots. Mais surtout, la question que j'aimerais vous poser, Daniel Véron, c'est voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce qu'elle est atypique dans l'ensemble des affaires que vous avez eu à traiter depuis l'existence de votre comité? Alors, quelques mots d'abord sur l'Observatoire. Très rapidement. L'Observatoire de la liberté de création, qui existe depuis 2002, donc presque 20 ans, qui a été créé par la Ligue des droits de l'homme, mais qui a cette spécificité par rapport aux autres groupes de travail de la Ligue, de regrouper un certain nombre d'associations, notamment de professionnels du monde artistique. Je ne vais pas toutes les citer, il y en a une quinzaine, mais par exemple la Société des gens de lettres ou la Société des réalisateurs de films, la SRF, ou aussi la Ligue de l'enseignement, c'est-à-dire des grandes fédérations pour la culture. L'origine de l'Observatoire, c'est avant tout d'essayer de réagir et de faire la différence entre liberté de création et liberté d'expression. Non pas qu'il y ait contradiction, mais il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ce qui est applicable, les restrictions qui existent à la liberté d'expression en France, notamment parce qu'il n'y a pas le droit de faire l'apologie du racisme, pour en prendre un exemple classique, ou de l'homophobie, ne sont pas forcément applicables directement à une œuvre artistique. Parce qu'il y a notamment la fiction, et que, prendre un exemple très simple, vous mettez un personnage qui défend, dans un livre, dans un roman, vous mettez en scène un personnage qui défend des positions racistes, c'est pas pour ça que l'auteur défend une position raciste. Donc on ne peut pas appliquer directement les choses. C'est ça l'origine. Le deuxième origine de l'Observatoire, c'est d'œuvrer pour que la liberté de création, et je vais revenir sur l'affaire de Stein, soit défendue. On a quand même progressé, en particulier la loi de juillet 2016 sur la création artistique reconnaît dans son article 1er que la création est libre, il est inscrit comme ça dans la loi, et que la diffusion, et là on a beaucoup milité avec, j'allais dire contre le ministère de la Culture, avec le ministère de la Culture de l'époque, pour que soit aussi exprimée l'idée que la diffusion est libre. Parce que si vous créez une œuvre artistique et que vous n'avez pas le droit de la diffuser et qu'elle reste dans votre atelier ou dans votre ordinateur, il ne se passe rien. Dernier point qui me semble vraiment important de préciser avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on n'a pas une position de principe pour dire qu'il donnerait aux artistes la liberté de faire tout et n'importe quoi. Et je pense notamment, pour prendre un sujet d'actualité, que l'affaire Valeurs actuelles, la mise en scène de fiction de Madame Obono, pose une vraie question et qu'on ne va pas défendre que, sous prétexte qu'il y a le terme fiction dans Valeurs actuelles, on a le droit de faire dire n'importe quoi de façon outrageusement raciste, avec tous les critères du racisme. Donc ce n'est pas une liberté totale, c'est simplement de dire la création artistique mérite qu'on regarde les affaires une par une, au cas par cas, ce que fait l'Observatoire, et c'est pour ça qu'on a édité un bouquin, mais vous en parlerez après. Oui, je vais le montrer tout de suite à la caméra, l'œuvre face à ses censeurs, donc, qui est édité par l'Observatoire. Mais je voudrais qu'on revienne tout de suite, parce qu'on a peu de temps, donc à l'affaire de Stein. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose d'inédit? Est-ce qu'on rentre vraiment dans le cadre de la censure? Il y a deux choses inédites. D'une part, justement sur cette différence entre expression et création, on est à la frontière.
Et nous, on a réagi à la fois en tant que Ligue des droits de l'homme, et je dirais du côté de la liberté d'expression, défendant qu'on a le droit de dire que les violences policières existent et de les dénoncer. Et d'autre part, on a réagi, et l'Observatoire a fait un courrier au préfet, pour dire que c'est une création artistique et qu'il y a la notion de, liberté de création, et donc que d'une certaine façon le préfet se met en contradiction avec la loi de 2016, et d'autre part sur l'intégrité de l'œuvre. Parce que quand le préfet demande au maire, ce que vous venez de dire, c'est d'enlever le mot violence policière, c'est l'intégrité même de l'œuvre qui est mise en cause. Et ça nous semble extrêmement grave. Et dernier point pour répondre à votre question, ce qui est nouveau, c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui demandent la censure, notamment des groupes de pression, et notamment, en l'occurrence, le syndicat Alliance, mais il y a des tas de groupes, et ça, c'est sûrement une des nouveautés des 10 dernières années, c'est que de plus en plus, chacun demande les interdictions. Ce qui nous semble extrêmement grave, c'est qu'un préfet relaye cette demande d'interdiction en contradiction avec la loi, parce que, comme ça a été dit, je ne suis pas juriste, mais les seules personnes qui peuvent attaquer une œuvre et demander la censure, c'est le tribunal, et pas un préfet. Merci, édifiant. Je voudrais vous faire réagir tout de suite, Anthony Caillé. Alors, c'est vrai qu'on est là face, et il y a eu cette affaire de Stein qui est assez emblématique, mais il y a eu aussi des grosses protestations du ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, qui refuse toute possibilité d'accoler le mot violence et policière. Ce tabou, d'où vient-il et que dit-il des rapports entre l'État et la police, quelque part ? En fait, moi je ne parlerai pas de notion de tabou, hein. C'est pas tabou de parler des violences policières, puisque l'inspection générale de la police nationale instruit des centaines de dossiers par an sur ce type de bévue. Non, c'est parce que c'est effectivement systémique dans la police nationale, et en fait, il y a et ça c'est dû à une ultra-politisation du métier. La police a toujours été au service de l'État et de l'État-nation, beaucoup moins de la République, alors que c'est évidemment ce qu'on lui profère, hein, d'être au service de la République et pas seulement de l'État. Or, depuis la création de la police nationale, elle a surtout été là pour protéger l'État et les intérêts de l'État. Et puis ensuite, il y a eu une ultra-politisation de la police, notamment des services de police d'ordre public. Et puis là, on le voit beaucoup plus depuis une vingtaine d'années, des services de police judiciaire. Je pense à toutes les affaires financières qui ont été mises au jour par la presse et autres, où on voit bien qu'on donne de moins en moins de moyens à ce type de police, ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué de faire fonctionner la police judiciaire sur ce type de thème. Mais donc non, quand vous avez un ministre qui devient président de la République, qui va dans les quartiers défavorisés de Seine-Saint-Denis en disant voilà, moi je vais tout passer au Karcher, je vais mettre les moyens. On a donné l'image d'une police martiale. Aujourd'hui, on est très très loin de la police de proximité qu'on a pu connaître au milieu des années 90 et début 2000. Et donc on est vraiment sur une police très martiale, une police d'ordre, et absolument pas sur une police de proximité. Le dernier exemple, il est très flagrant, où une nouvelle fois, en tout cas, le ministère de l'Intérieur et le gouvernement auraient pu changer de ton, c'est sur l'état d'urgence sanitaire. Partout en Europe, vous avez eu une police qui s'est mise au service des citoyens en étant une police préventive, c'est-à-dire en distribuant des flyers des services de santé de leurs États, avertir les gens, leur expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et nous, on a tout de suite été sur une police répressive, des millions de contrôles d'identité, des millions d'amendes distribuées. Enfin, on voit bien qu'on est vraiment sur une police d'ordre public, martiale, et absolument pas sur une police proche de ses citoyens pour accompagner ses citoyens. Il y a vraiment ce pas-là. Et donc, ce n'est pas du tout un tabou, puisque c'est quelque chose qui est organisé par l'État. Donc l'État, aujourd'hui, ne va pas se dédire
de la position de sa police, puisque c'est l'État qui dirige la police aujourd'hui. Moi, voilà, c'est un peu... C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais on ne peut pas le dire quand même. On peut commettre des violences et on est couvert, mais on ne peut pas en parler. C'est un peu trivial ce que je vais dire, mais on a la police qu'on mérite. Je veux dire, quand on vote, quand on met en place des gouvernements ultralibéraux, comme ces 20 dernières années, il est évident qu'on n'aura pas une police proche de ses citoyens. Ça, je veux dire, ça me paraît c'est cristallin. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, on paye les conséquences d'une ultralibéralisation de la société, et la police, elle pâtit de cette situation, et elle est orientée par rapport à ça. Il y a des objectifs qui ont été fixés à l'époque par le ministre de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy, où il a fixé des objectifs à la police de rentabilité, hein, comme on a pu le faire dans l'hôpital, comme on a pu le faire dans d'autres services publics. Et ben, la police aujourd'hui, elle doit être rentable. Et donc pour être rentable, on a fixé des objectifs chiffrés. Il y a un tableau qui existe et il faut remplir ce tableau. Et les chefs de service ont des primes d'objectifs, comme on peut l'avoir dans le privé. Voilà. Et s'ils ne rentrent pas dans le cadre de ces objectifs, eh ben, ces chefs de service ne se verront pas avoir une bonne carrière. Voilà, et pareil. Donner des coups, ça fait partie des objectifs, hein, ça aide à les remplir? Ça aide pas forcément à les remplir, mais ça c'est encore un autre débat, parce que effectivement dans la violence policière, il y a la violence qui est organisée, c'est-à-dire celle qu'on peut trouver dans les manifestations, exemple de Gilets jaunes, et après il y a la violence qu'on ne voit pas ou qu'on voit moins, celle des contrôles d'identité, celle qui peut se passer dans les quartiers. Et là, c'est beaucoup aussi les conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, on a des policiers violents sur ce type de mission. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Je vais passer maintenant la parole à Nathalie Théiot, donc représentante de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Vous allez peut-être pouvoir nous décrire un petit peu ce que vous avez pu observer, peut-être en 2 mots nous dire ce que sont ces observatoires, ce qu'ils observent justement, et justement comment ils peuvent aussi relayer ce qu'ils observent. Je fais partie de l'Observatoire parisien, mais je suis aussi référente pour la Ligue des observatoires. D'accord. Et donc, effectivement, les observatoires se sont créés. C'est absolument aberrant qu'il faille que ce soit des simples citoyens. On est des bénévoles, on travaille par ailleurs, et donc il y a des étudiants, etc. Et c'est complètement aberrant que des simples citoyens soient obligés de s'organiser pour rendre visibles les violences lors des manifestations. Pourquoi c'est aberrant? Parce que dans une république démocratique, il devrait être du rôle de l'État, enfin c'est l'État qui devrait rendre transparent, ne serait-ce que le nombre de blessés, le nombre de morts ou de mutilés qui sont causés par les forces de l'État. Donc, parce que les forces de police ou de gendarmerie, c'est quand même le bras armé de l'État dans le cadre non pas de l'armée à l'extérieur, mais du maintien de l'ordre, par exemple. Voilà. Et donc ça, on ne l'a pas. On a bien vu que, par exemple, c'est David Dufresne qui a été obligé, avec Allo Place Beauvau, de recenser, de comptabiliser. On a aussi précieux travail. Mais les observatoires se sont dit, on a un problème de communication, parce que lorsqu'il s'agit de manifestations, le gouvernement, il y a aussi un problème de communication vis-à-vis des jeunes des cités, effectivement, des quartiers populaires, mais c'est très vrai aussi dans les manifestations, parce qu'on va dire « Ah, mais il faut contextualiser. En fait, ils ne font que répondre à des violences, etc. » Et donc là, pour tous ceux qui ont participé, on se rend bien compte que ce n'est pas ça. Qu'il y a vraiment un dispositif de maintien de l'ordre qui est devenu de plus en plus violent, et surtout depuis 2015-2016. Et donc c'est à partir de là que se sont créés, c'est la période où se sont créés des observatoires, c'est lié aussi à l'état d'urgence, parce qu'on voit bien une dérive autoritaire de l'État, et que par conséquent il faut répondre à ça en étant très vigilant. C'est le rôle de citoyen, d'être vigilant et d'être présent lors des manifestations, donc à l'écart et identifiable, pour pouvoir rendre compte par notre neutralité comportementale, on est là à dire on ne participe pas à la manifestation, on n'invective pas les policiers, on observe. On observe le travail des policiers, la façon dont le maintien de l'ordre se passe en France, pour rendre compte et pouvoir visibiliser justement le fait que quand on nous dit, par exemple l'Observatoire parisien qui a été sur le pont de Sully, où il y a eu des gens qui ont été gazés à 1 mètre,
pas grand-chose par rapport à d'autres types de violences. Mais c'était très visible, c'est parce que ce sont des gens qui étaient complètement pacifiques et assis. Et qu'a dit le ministre? Ah oui, mais vous n'avez pas vu, vous journalistes, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant, etc. Sauf que nous étions là avant les forces de l'ordre. Donc on a absolument tout vu. Et on a pu faire un rapport qui a été envoyé aux défenseurs des droits. Donc c'est pour rendre visible, pour sensibiliser le public aussi, parce que qu'est-ce qui se passe? Tant que ça se passait dans les quartiers populaires, finalement, le grand public ne s'en rendait pas trop compte. C'est vrai que les Gilets jaunes ont fait éruption des centres-villes. C'est même depuis la loi travail où là, tout d'un coup, c'est dans le centre-ville, et puis d'autres types de populations, et les Gilets jaunes parce que la violence a été encore plus importante. Donc là, c'est devenu plus visible. Mais regardez ce qui s'est passé en 86, quand il y a eu la mort de Malika Oussekine. Là, il y a vraiment eu une réaction forte, il y a eu une commission parlementaire, ça aboutit à la suppression des voltigeurs, au fait que le ministre... Qui ont été rétablis sous une forme, sous une autre forme, par les braves M, mais qui effectivement génèrent de la tension parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils viennent pour faire des interpellations. C'est-à-dire, on a changé de dogme au point de vue maintien de l'ordre à la française, où on disait il ne faut pas de contact, il faut éviter le contact, il faut de la mise à distance par rapport aux manifestants. Là, on est sur des interpellations au sein de la manifestation. Ça veut dire que du coup, ça génère des tensions. Bon, voilà. Et puis, on a accepté qu'on ne soit plus avec des corps organisés qui sont formés pour le maintien de l'ordre, CRS ou gendarmerie mobile, mais avec des personnes qui restent avec la qualité de police judiciaire et qui sont très autonomes, qui sont peu encadrés, qui sont très autonomes. Et quand on voit que par derrière, l'IGPN ne contrôle pas grand-chose, il y a un sentiment d'impunité, évidemment, par rapport à cela, surtout qu'il y a beaucoup de preuves qui disparaissent, les vidéos qui disparaissent, bon, voilà, il y a ce sentiment d'impunité. Mais pourquoi je reviens à Malika Oussekine? Parce qu'il y a eu une réaction à ce moment-là. Alors que quand on voit aujourd'hui qu'il y a quand même eu 2 morts à l'issue de manifestations, du maintien de l'ordre, c'est lié au maintien de l'ordre. Et 2 morts, c'est une personne, une vieille dame qui ferme sa fenêtre et qui décède du fait on pense que c'est une cartouche de gaz lacrymogène, alors qu'elle est en train de fermer sa fenêtre. Voilà. Et l'autre personne, là c'est Zineb Redouane, et puis l'autre personne, c'est Steve à Nantes. Steve Maniac-Anisso. Voilà, un 21 juin. Quand même incroyable. Quelqu'un qui vient écouter un concert à la fête de la musique et il y a une charge qui est faite, incompréhensible. Et là encore, l'IGPN qui dit non, mais tout va bien. Et puis, il était pas... Enfin, bon, voilà. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'impunité derrière. C'est pour ça qu'on est là, pour rendre visible et pour essayer de documenter, pour essayer de sensibiliser le public, pour faire aussi de l'accès aux droits. Parce que c'est important de dire aux gens quels sont leurs droits. Ça leur permet aussi de se réapproprier leur citoyenneté. Et donc, on fait un appel très large aux bénévoles. Est-ce que vous voulez nous rejoindre, nous soutenir? Parce qu'on en a besoin. Et je dirais que pourquoi aussi il y a eu d'autres types de personnes. Il faut quand même dire les choses, c'est que les personnes formées au maintien de l'ordre, elles ont vu leurs casernes qui ont été supprimées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu une sorte de pacification du maintien de l'ordre pendant des années, justement suite à ce gros scandale. Et donc, du coup, le gouvernement s'est dit on n'a peut-être plus autant besoin de personnes formées. Donc, on va utiliser des gens non formés. Encore une fois, je le répète parce que c'est très important de se rendre compte que ce sont des gens qui ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre. Les CSI, ils étaient là pour lutter contre les émeutes urbaines. Donc, ils ont importé leur méthode. Ils ont importé leurs méthodes et ils ont importé aussi leurs armes. On utilise des armes de guerre contre des citoyens. Mais rien que ça devrait faire réagir la France entière. Comment on peut utiliser des armes de guerre contre des citoyens? Comment on peut arriver à autant de mutilations? On devrait avoir une réaction forte. Donc nous sommes là parce qu'on voudrait sensibiliser le public, justement. Merci beaucoup. Et je vais passer maintenant la parole pour une première intervention à Marie-Christine Vergiat. Vous ferez une conclusion plus large après, mais je sais que vous êtes très, très sensibilisée, notamment à ce qui s'est passé, les violences qui ont lieu aux frontières, les violences qui ont lieu contre les personnes migrantes, les personnes vulnérables par excellence, parce que des personnes sans droit, donc vraiment proie à toute possibilité de violence sans pouvoir réagir. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Oui, c'est un continuum d'une certaine façon, parce que je crois que c'est vous qui disiez
il y a des ciblages sur les violences quand même. Ce qui a fait émerger dans le débat public, c'est effectivement que ça a touché monsieur et madame tout le monde qui manifestaient dans les centres-villes. Alors que ces violences, si on rétropédale, elles existaient déjà, elles sont c'est effectivement un continuum, je dirais, vis-à-vis de ce qu'on appelle les personnes racisées. Donc il y a eu beaucoup de violences policières au faciès, ce qu'on appelle un racisme institutionnel, qui ne veut pas dire, et je redis ce que vous dites, que tous les policiers sont racistes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dénonce le racisme dans la police qu'on dit que tous les policiers sont racistes. Je crois qu'il faut dire et répéter ça, parce que c'est ce qu'on essaye de nous faire dire, et ce n'est pas du tout ça. Hein. Moi, je ne suis pas anarchiste. À la Ligue des droits de l'homme, on ne prône pas l'anarchie. Et quand on veut un état de droit, il faut une police. Mais une police républicaine et une police qui assure le maintien de l'ordre. Or, ce n'est pas ce qu'elle fait. Quelque part, ce qui se passe aux frontières est symptomatique de ça. Parce que quand on voit ce qui s'est passé à Vintimille, ce qui s'est passé un peu plus au nord dans le Briançonnais, quand on voit ce qui se passe à Calais, quand on voit ce qui se passe dans les campements autour de Paris, on a l'impression que ces personnes effectivement particulièrement vulnérables et dont on ne dira jamais assez que ce sont des exilés, que ce sont des potentiels réfugiés, des gens qui ont fui pour des raisons diverses et variées. Et on nous dit que c'est des migrants économiques. Non, ce n'est pas des migrants économiques, c'est des gens qui ont fui, y compris la misère économique, mais qui ont fui le plus souvent des conflits, des guerres, des situations insupportables, qui ont vécu des parcours migratoires encore plus insupportables. Et quand ils se croient enfin à l'abri en arrivant en Europe, ils tombent effectivement sur, alors je vais dire les Robocop à la police, parce qu'ils sont effectivement, comme dans les manifestations en Robocop, qui leur tapent dessus là aussi et qui les repoussent, hein, alors qu'ils sont censés arriver dans la France, patrie des droits de l'homme. Et donc on a, je crois, un racisme institutionnel qui est de plus en plus prégnant. Et ce que nous disent les autorités, c'est il n'y a pas de violence policière. On est en démocratie, il n'y a pas de violence policière. Eh bien, non, c'est le contraire. Si on n'est pas capable de dénoncer les violences policières dans un État démocratique, c'est qu'on n'est pas vraiment en démocratie. Il ne faut pas fermer les yeux. C'est l'intérêt même de la démocratie que de dénoncer les violences policières, de juger les membres des forces de police qui commettent des actes répréhensibles. Hein, en fermant les yeux, on n'aide pas la police, on fait exactement le contraire. Et d'une certaine façon, c'est le pendant, je dirais, des politiques économiques ultralibérales. Pourquoi c'est le pendant ? C'est parce que ces politiques ultralibérales font des dégâts économiques et sociaux. Ils portent atteinte à la sécurité sociale de la majorité de la population. Et la réaction pour les empêcher de manifester contre ces violences qu'ils subissent eux, on pratique de l'autoritarisme. Oui. Hein, on pratique ce qu'on appelle du sécuritaire. Donc on essaye de peser sur l'opinion publique pour l'empêcher de se manifester. Et on cherche à cliver l'opinion publique, hein, à dire il y a les bons et les méchants. On est soit du côté des casseurs, soit du côté de l'ordre, des policiers et donc de l'ordre. Et je crois qu'il y a effectivement une réflexion, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, sur cette évolution et qu'est-ce qui a créé cette évolution. Oui, ça, on y reviendra en conclusion, mais je voudrais redonner la parole quelques minutes à Anthony Caillé, donc de la CGT Police. Tout ce qu'on vient de décrire là, toutes ces violences, est-ce qu'elles sont réellement dénoncées en interne ? Est-ce qu'elles sont sanctionnées en interne ? Et est-ce qu'on n'a pas l'impression beaucoup que la justice se saisisse des affaires de violences policières et de policiers violents. Qu'en est-il exactement ? C'est très difficile de répondre à cette question, tant les chiffres sont très bien cachés au ministère de l'Intérieur. Une certitude, c'est que la justice, elle ne se saisira quasiment jamais d'une telle situation
j'ai envie de dire que sur ce type de délit, la justice, elle est très inféodée au ministère de l'Intérieur. On le voit notamment sur la base des contrôles d'identité, qui est d'ailleurs un des marqueurs forts et une des missions de la police qui fait qui est créative de violence, c'est que 90% de ces contrôles d'identité sont faits à la demande du procureur de la République. Or, on sait clairement que ce n'est pas le parquet qui fait une demande d'initiative, c'est très souvent le commissaire central de l'arrondissement sur Paris ou du département qui appelle le parquet en disant voilà, nous, on a des doléances dans tel ou tel type de quartier, de cité, il faut qu'on marque notre présence. Si vous voulez qu'on marque notre présence, il faut qu'on puisse faire du contrôle d'identité, il faut que vous puissiez nous donner cette autorisation. Donc en fait, ça se fait vraiment à la demande du ministère de l'Intérieur. C'est absolument pas des situations qui se font naturellement, et donc on se doute bien que le contrôle de la justice, il se fait pas sur ce type de mission. Disons qu'il y a aussi, je ne vais pas employer le mot de collusion, mais je ne trouve pas d'autre à l'instant là, mais disons que la justice a besoin du parquet pour enquêter, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, la police et la justice travaillent ensemble, donc c'est peut-être compliqué justement. Alors complètement, ça c'est, si vous voulez, nous on est les policiers, les officiers de police judiciaire, on est les techniciens, nous, on est les ouvriers de la justice. Donc si effectivement le parquetier ou le juge d'instruction se met mal avec ses enquêteurs, il est évident qu'il ne fera pas avancer son dossier. Et donc ça, c'est très compliqué. Mais nous, d'ailleurs, on a une revendication à la CGT Police depuis de nombreuses années, c'est de sortir la police judiciaire du ministère de l'Intérieur et de la rattacher au ministère de la Justice pour que justement il n'y ait plus cette chape du ministère de l'Intérieur sur la police judiciaire et que la justice puisse enquêter plus sereinement. Mais voilà, au-delà de ça, ce sont des situations qui sont créées par les missions de police elles-mêmes, de tous les jours. Certains policiers, et juste après je vous donne la parole, Nathalie, disent que aussi le seul moyen pour l'État de tenir un peu sa police, qu'il paye très mal, à qui il donne des conditions de travail qu'il laisse dans des conditions de travail assez déplorables en ce qui concerne le matériel, les locaux, etc., c'est de la couvrir. C'est-à-dire qu'on vous paye mal, on vous traite mal, on ne vous paye pas vos jours supplémentaires, vos heures supplémentaires, mais bon, au moins, en cas de violence policière, vous êtes couvert. Alors, je ne sais pas si c'est la contrepartie qui est donnée, mais je pense aussi qu'en tout cas, il ne peut pas y avoir que ça. Une chose est sûre, c'est que si demain, l'État, par exemple le défenseur des droits et l'État mettaient vraiment au jour les violences policières et enquêtaient dessus, ça séparerait naturellement le policier et donc de son ministère, de son ministre, et ça lui donnerait une plus grande liberté, une plus grande autonomie. On parle, nous, souvent de policiers citoyens, puisqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des citoyens à part entière. Moi, par exemple, je ne peux pas me présenter à certaines élections, je n'en ai pas le droit, donc je suis privé d'une partie de mes droits civiques. Il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire, même dans sa vie privée, il faut le savoir. On a un code de déontologie qui est quand même très restrictif à ce sujet, et donc, il y a quand même tout... Oui. Mais ceci dit, si vous accusez quelqu'un d'outrage, par exemple, oui, et qu'il vous dit le contraire, votre parole vaut plus. Évidemment, la parole du policier, elle vaut plus que la parole du citoyen ou du plaignant. Ça, c'est une évidence, devant le magistrat. Oui. Voilà. Nathalie, vous vouliez... Je voulais dire qu'il fallait mener certaines luttes, par exemple le fait que le procureur soit toujours dépendant. Le procureur, c'est celui qui poursuit, mais qui dirige aussi la police judiciaire et qui décide aussi des contrôles d'identité. Et donc, le procureur est toujours hiérarchiquement dépendant du garde des Sceaux. Et ça, c'est pas normal, puisqu'il faudrait une indépendance de la justice. Et d'autre part, l'IGPN, qui est donc l'inspection de la police, dépend du ministère de l'Intérieur. Et ce sont des policiers. Là aussi, c'est une aberration totale. Sans compter les lois diverses qui ont été faites. Je pensais pour les contrôles d'identité, c'est la loi d'avril 2019, que j'appelle anti-manifestant, qui a permis au procureur de prendre également des réquisitions pour des contrôles d'identité et inspection des bagages
concernant les abords des manifestations. Et ce sont aussi les lois, par exemple la loi de 2010 sous Nicolas Sarkozy, participation volontaire à un groupement, etc., infraction qui a été amplement utilisée contre les manifestants. Alors que ce n'était pas censé, à l'époque, dans les débats, c'est non, ça ne concernera pas les manifestants. Mais les Gilets jaunes, ils savent ce que ça veut dire, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre citoyens, enfin manifestants et terroristes, en fait, puisque oui, ces lois... on a une criminalisation. On a une criminalisation des manifestants. Et on le voit à diverses reprises. On va sortir un rapport, il y a des observateurs dans la salle, on va sortir un rapport sur un aspect de cette criminalisation, mais ça en fait partie. Le fait qu'il y ait des infractions tellement floues, sans aucun dommage, puisque participation A, il n'y a pas de dommage de causer. S'il y a des dommages comme les violences, c'est une autre infraction. C'est violence, etc. En réunion. Ou bien dégradation de biens en réunion. Là, participation, c'est une infraction obstacle. Il n'y a pas de dommage. Et pourtant, ça va permettre de placer en garde à vue par fourgon, de faire des poursuites en comparution immédiate, là aussi. Bon, ça a été amplement utilisé. Donc il y a également une justice d'abattage qui a été mise en place. Anthony Cayet, je reviens vers vous parce qu'une question à laquelle vous n'avez pas répondu, parce que je ne voulais pas poser, c'est de savoir comment on peut faire changer l'institution. Bien sûr, ça doit venir d'en haut, mais est-ce que de l'intérieur, on peut changer l'institution? Je pense que vous, à la CGT, je dois dire que vous êtes quand même minoritaire dans la police, hélas. Ce ne serait peut-être pas la même police si la CGT y était plus présente. Mais donc, comment on peut, de l'intérieur, essayer de faire changer les choses? De l'intérieur, à mon sens, ce sera très difficilement possible. Il faut absolument qu'il y ait des soutiens extérieurs. Les politiques, les associations de droits de l'homme, les citoyens eux-mêmes. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. À partir du moment où vous donnez le blanc-seing à un gouvernement parce que vous avez voté pour lui, une fois qu'il est mis en place, il n'a pas de raison de remettre en cause ce qui existe déjà. Donc ça, c'est essentiel. Le policier tout seul ne pourra pas faire changer l'institution. Ça, c'est évident. On est dans une institution qui est trop fermée, qui est trop secrète, qui est trop sous l'emprise. Et donc ça, c'est évident que c'est impossible. Azedine Taibi, je vois que vous brûlez de réagir. D'abord pour dire que voilà, je souscris totalement à ce que disait dans son introduction Anthony Cayet sur cette ultralibéralisation de la police. Moi, je partage. Et ça va rejoindre justement ce que je vais vous dire. Ça va rejoindre ce que je vais vous dire d'ailleurs. Oui, on assiste à cette ultralibéralisation qui est totalement voulue depuis maintenant des décennies, depuis Sarkozy. Et c'est à la fois la responsabilité aussi, de manière générale, des citoyens, parce que, vous le disiez en introduction, on a un peu la police que l'on mérite, hein, quand on voit dans les différents scrutins qui se sont déroulés ces 20 dernières années. Voilà, donc forcément, il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part des gouvernements qui se sont succédés, d'une mise en place d'une politique très ultralibérale, très sécuritaire. Et c'est aussi de la responsabilité des gouvernements dits de gauche qui étaient au pouvoir et qui ont, en tous les cas, je dirais, même pas ralenti, mais au contraire, laissé cet état de fait s'amplifier. Je rappelle les diverses positions de Valls qui se rapprochent totalement des positions de Sarkozy, des positions de maintenant de Darmanin, etc. Donc là, je dirais que c'est presque extrêmement difficile à la police en interne et aux policiers, et en particulier toutes celles et tous ceux qui représentent vos valeurs, qui représentent nos valeurs, parce que moi je partage, on ne peut pas laisser faire une police, je dirais, d'État, une police étatisée. Il faut que ce soit une police de la République, une police proche des citoyens. Et quand je dis proche des citoyens, il faut aussi casser l'idée que quand un policier est en contact avec la population sur des formes très diverses, ça peut être sur des formes, je dirais, de prévention, sur des formes autour de loisirs, etc. Pour autant, ça ne délégitime pas le rôle de la police, bien au contraire. Je dis ça et je suis bien placé pour le savoir. Avant d'être élu, j'étais éducateur sur le terrain et il m'est arrivé pendant des années de travailler avec la police et de mettre en place des actions de prévention, des actions éducatives. Et ça se passait très, très, très bien. Ça se passait très bien parce qu'il y avait un intérêt
et pour les policiers de mieux connaître la population, en particulier nos jeunes de nos quartiers populaires dont je suis issu, et un intérêt pour les jeunes des quartiers populaires d'être, je dirais, en confiance et d'être, je dirais, dans un rapport très, très fort avec la police. Et malheureusement, ça a été complètement cassé par Sarkozy et ça n'a pas été remis. Donc, du coup, c'est la responsabilité, en effet, des citoyens, des élus. Et moi, je souhaite apporter le fait, en tous les cas, de me battre contre les violences policières, qui est le fait, bien évidemment, d'une minorité de policiers. C'est justement pour sauver et pour redonner, je dirais, un sens à l'institution républicaine que représente la police. Pour moi, ça, c'est important. Et quelque part, je pense que beaucoup de policiers sont en attente de ça, oui, et en attente d'un soutien fort des élus, des associations, des collectifs, dans un cadre républicain. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et là, du coup, on a cette responsabilité, je dirais, militante et militant progressiste, humaniste, attachée à une police de la République, une police des citoyens, proches des citoyens. Et je pense que ça, c'est vraiment un débat. Mais on est face à des murs, on est face à une organisation qui est très bien huilée, très bien organisée, et qui tend, en tous les cas, à faire en sorte que la police s'assimile davantage à une police, ce qu'on retrouve, je dirais, aux États-Unis, avec l'organisation du FBI, avec l'organisation de CIA, etc. Quelque chose de complètement, je dirais, compartimenté. Quelque part, c'est ce qu'on cherche, avec aussi le désengagement de l'État et des moyens. Et moi, je suis très sensible sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Anthony Caillé, sur le désengagement de l'État. En termes de moyens, on a souvent des policiers dans nos quartiers qui sont très peu formés et en grande difficulté. Donc forcément, ça accroît ce sentiment de méfiance, de défiance entre la relation police et population. J'avais juste une question. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous avez par exemple créé une police municipale? Oui. Et est-ce que armée, voilà. Est-ce que c'est un moyen justement de renouer ce lien entre l'uniforme et le citoyen? C'est ce que fait en tous les cas, ce sont les directives que j'ai données à la police municipale qui est créée depuis plusieurs années et bien avant le fait que je sois maire. Et puis, pour rien vous cacher, j'étais même opposé à la création d'une police municipale. Avant d'être maire, j'étais adjoint au maire. Mais par loyauté, j'ai accepté à ce qu'on crée la police municipale. Mais en tous les cas, on lui a donné un caractère et un sens très particulier, un sens à la fois humain, un sens, je dirais, de prévention, mais aussi de sanction, parce que voilà, c'est le triptyque, il est lié, hein, prévention, sanction, et puis, je dirais, réparation. Et voilà, on a donné un sens au fait que cette police municipale et les agents soient connectés sur le terrain. Voilà. Mais on s'aperçoit qu'au fil des années, de plus en plus, la police nationale, en tous les cas les politiques menées par la police nationale, dont malheureusement les agents font les frais sur le terrain, se désengagent totalement et renvoient énormément de missions vers la police municipale, donc vers les maires. Et moi, je n'ai pas les moyens de Levallois, je n'ai pas les moyens d'ici les Moulineaux. J'ai fait le choix de ne pas armer la police municipale, à la fois pour protéger les policiers municipaux, mais aussi pour ne pas me retrouver dans des situations extrêmement compliquées, dans des quartiers, etc., où on pourrait trouver, il risquerait d'avoir des tensions très fortes. Mais c'est un sujet extrêmement difficile. Mais en tout cas, merci de l'avoir résumé. Nathalie, je vous ai vu hocher la tête. Est-ce que vous aviez une petite réaction très très courte avant que je laisse la parole à Marie-Christine Vergiat? Le problème de la formation, elle est cruciale. J'en ai parlé pour le maintien de l'ordre, mais c'est aussi lié à des directives, hein, comme vous dites, le désengagement de l'État vis-à-vis de certaines directives. Il va falloir reprendre effectivement le problème des relations police-population, supprimer la plupart des contrôles d'identité, la façon dont également la police se présente, puisqu'ils sont formés à se présenter en affirmant leur autorité plutôt que d'expliquer. Voilà. Et on le voit bien hein, sur les contrôles d'identité, les palpations de sécurité qui sont censées n'être faites que quand c'est absolument nécessaire et qui sont en réalité utilisées, ce que le sociologue appelle des cérémonies de dégradation. C'est pour humilier. Donc tout ça, c'est à reprendre parce que ça joue aussi hein, pour le type de maintien de l'ordre dans la mesure où les policiers qui interviennent, qui ne sont pas donc spécialisés au maintien de l'ordre et qui interviennent dans les quartiers, vont également avoir le même type
de comportement vis-à-vis de manifestants ciblés. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a un problème dans la formation, il n'y a peut-être pas assez d'heures de formation consacrées à la déontologie, parce que si on lit réellement les textes, et je parle sous votre contrôle, Anthony Caillet, la police doit un respect absolu aux citoyens, le tutoiement n'est pas autorisé, les palpations sont très encadrées. En fait, ça existe déjà, simplement c'est transgressé en permanence. À partir du moment où vous avez un discours comme celui des 2 ou 3 derniers ministres de l'Intérieur en poste, où on a un discours où on a affirmé des choses qui étaient fausses devant caméra, hein, je pense par exemple à ce qui s'était passé à la Pitié-Salpêtrière, hein, voilà, tout un tas de choses. Il est évident que quand vous avez la colonne vertébrale qui n'est pas droite, il ne faut pas demander effectivement aux exécutants de voie publique une déontologie parfaite. Vous ne pouvez pas leur demander d'aller faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire ou qu'ils ne sont censés pas faire, et à ce qu'eux-mêmes se tiennent droit. Voilà, il y a le discours du politique c'est lui qui va donner le là, c'est lui qui va faire la musique dans les commissariats. Hein. Et donc si le discours du politique, il n'est pas droit, il n'est pas cohérent, il n'est pas républicain, il est évident que vous aurez ce type de bévue sur la voie publique. Ouais. Merci beaucoup. Je vais donner pour conclure la parole à Marie-Christine Vergiat, peut-être en élargissant un petit peu à Daniel Véron. Vous vouliez... Juste un mot. Il me semble que dans ce que fait l'Observatoire sur la liberté de création, c'est le rôle des artistes. Les artistes, et l'affaire de Stein est exemplaire de ce point de vue-là, les artistes, le plus souvent, les artistes contemporains, ils ont une sensibilité qui est de dénoncer, à tort ou à raison, de dénoncer un certain nombre de faits qui se passent dans la société, quels qu'ils soient, qui peuvent être pas forcément les violences policières, mais aussi simplement, c'est de mettre en scène, de faire prendre conscience au public qu'il y a un certain nombre de choses. Donc ce sont des vies. Et ce que nous, on défend, c'est de dire il faut qu'il puisse y avoir débat. Ce qui est intéressant dans l'œuvre artistique, c'est qu'elle provoque une réaction chez le spectateur ou chez l'auditeur, et qu'à partir de là, il y a discussion. Et c'est là-dessus qu'on se bat contre tous les groupes de pression qui disent « Ah, ça, je ne veux pas en entendre parler ». Et là, ça nous semble très grave, pour ne pas en dire plus sur l'affaire de Stein, parce qu'on a un préfet qui dit, et donc c'est complètement cohérent avec ce que chacun a dit aujourd'hui, qui dit « Ah, violence policière, on n'a pas le droit d'en parler ». Si, on a le droit d'en parler, y compris pour dire, ce que chacun a dit ici, ça existe, d'une part, et d'autre part, ça n'est pas l'ensemble, tout policier n'est pas violent, raciste. Et c'est vraiment là le fondement du travail qu'on mène. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois, pour que la caméra le voie, l'œuvre face à ses censeurs, c'est le guide pratique de l'Observatoire de la liberté de création. C'est une somme. Et voilà, vous pouvez vous le procurer. Alors où ça? Où est-ce qu'on se le trouve? À la Ligue des droits de l'homme, en librairie, ça se commande, ou sur le site de l'éditeur qui est La Seine. Vous trouvez ça sur Internet. Voilà, c'était l'instant promo. Mais merci beaucoup. Donc Marie-Christine Vergiat, peut-être une conclusion qui élargirait à l'ensemble des libertés publiques, en fait, hein, parce que c'est de ça aussi dont il est question. Il y a les violences policières, mais il y a aussi la restriction des droits de manifester, des droits de s'exprimer, on l'a vu. Pour vous, de quand date vraiment, est-ce qu'il y a déjà cette restriction, de quand date-t-elle, et puis jusqu'où pourrait-elle aller, et comment faire peut-être pour élargir, pour revenir à un état de droit? Alors, deux choses d'abord. Nous, on a beaucoup tenu à ce titre liberté publique, censure et violence policière, parce qu'on pense que tout ça est lié. Effectivement, c'est deux exemples symptomatiques des atteintes aux libertés publiques. Le deuxième élément, c'est peut-être de dire qu'on a eu quelque part, pour les droits de l'homiste que nous sommes, et nous assumons ce terme désormais qui nous a été attribué par l'extrême droite, il y a eu une période rêvée quasiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, la montée en puissance
de l'intégration des droits de l'homme, des droits de l'être humain, devrais-je dire. C'est pas parce qu'on dit droits de l'homme avec un H majuscule qu'on oublie les femmes, je vous rassure, sinon je ne serais pas vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Cette période, on avançait en permanence jusqu'à la fin des années 70, aux années 80, avec des différences selon les pays. Et à partir de là, on a le mouvement inverse et c'est lié, comme je le disais tout à l'heure, à la question économique. C'est le renversement, là aussi, de l'État-providence au profit de politiques de plus en plus libérales. Et il y a besoin de plus en plus d'autorité, d'autoritarisme, de sécuritaire. Alors, le point d'orgue commence avec Manuel Valls, mais le verre était dans le fruit avant, si je puis dire, parce qu'on parle beaucoup de la question de l'ensauvagement, guillemets. Et je trouve assez insupportable qu'on commande ce terme en ce moment comme si c'était naturel de traiter des êtres humains de sauvages. Ce n'est pas naturel. C'est une expression qui vient tout droit de l'extrême droite. Donc quand les médias mainstream commentent tranquillement ce terme, moi, ça me fait bondir. Et pourquoi je cite ce terme? Parce que malheureusement, un ministre de l'Intérieur, au début des années 90, dans un gouvernement de gauche, parlait des sauvageons. Donc ça a été un des premiers ministres de l'Intérieur qui a dérapé, je dirais. Et je crois, oui, le rôle des politiques sur ces questions-là est quelque chose d'impressionnant. Et à partir de là, on est de plus en plus dans une escalade. Pourquoi on est dans cette escalade? La France est le premier pays de l'Union européenne où l'extrême droite a eu, on oublie de le dire et de le marteler, mais il faut quand même le dire, où l'extrême droite a fait des scores électoraux extrêmement importants, avec des coups d'accordéon, mais quand même, on est un des pays de l'Union européenne où l'extrême droite est la plus élevée. On regarde toujours ce qui se passe dans les autres pays, mais commençons par regarder ce qui se passe en France. Et notamment parce que sur ces questions-là, on a un côté quand même exemplaire. On sert d'exemple aux autres pays. Nous, la fameuse patrie des droits de l'homme, que nous préférons appeler désormais à la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, le pays où la première déclaration des droits de l'homme a été adoptée, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, on a une espèce de course qui se met en route après l'extrême droite. Pour combattre l'extrême droite, il faudrait utiliser son vocabulaire, voire ses propositions, pour avancer. Eh bien, nous, on dit non, c'est le contraire. Et c'est ce qu'on voit exactement. Plus les politiques, alors de droite extrême d'abord, puis le Club de l'Horloge notamment, qui a servi de pont dans les années 80, plus on court après l'extrême droite, donc droite extrême, droite, et de plus en plus, y compris des gens dits de gauche, parce que pour moi, ils ne sont pas de gauche, des gens dits de gauche qui utilisent ce vocabulaire. En tout cas, ils ne sont pas humanistes, ils ne sont pas démocrates, ils utilisent le vocabulaire et les propositions. Et l'exemple vient de haut, je pense à la question de la déchéance de nationalité. C'était quand même ça aussi, c'est directement issu des programmes d'extrême droite. Donc on a une dérive complète, et effectivement, vous le dites, si la colonne vertébrale se casse la figure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. En 4 minutes, que faut-il faire? Nous appelons, on ne le dit pas assez, la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire que nous croyons, d'abord et avant tout, à la citoyenneté. Et la République, c'est ça aussi. C'est la démocratie, c'est... parce qu'il ne suffit pas de se prononcer République, il faut aussi qu'on se donne les outils pour avancer. Ces outils, c'est l'état de droit, le respect d'un certain nombre de règles fondamentales et quelque part ce que j'appellerais le contrôle citoyen. Nous, on oublie ça aussi. En France, on est dans des institutions qui sont particulièrement caricaturales. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans au niveau européen et de comparer un certain nombre de choses. C'est vrai que ça fait du bien, de se dépoussiérer un peu la tête et de regarder ce qui se passe dans d'autres pays. On est loin d'être le pays le plus démocratique de l'Union européenne. Au contraire, nos institutions, les institutions de la Ve République, sont particulièrement antidémocratiques. On est alors avec l'inversion
des scrutins présidentiels et législatifs, on atteint des sommets. C'est le président de la République et tout le monde derrière, avec une majorité pléthorique comme on vient de le voir. Donc on déroge de plus en plus au fonctionnement démocratique et au contrôle citoyen. Donc nous, c'est pour ça qu'on a favorisé l'émergence des observatoires citoyens sur la question des violences policières. C'est pour ça qu'on soutient, pour revenir à ce qui était dit par l'Observatoire sur la culture, on soutient un certain nombre de films qui permettent la prise de conscience et le débat. Moi, je vais en citer 3 là, qui ces dernières années nous interpellent sur la question de la police dans des genres très différents. Il y a eu Les Misérables de la Jolie, qui interpelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça interpelle quand même sur le rôle des policiers, avec des différences de génération. J'ai eu un débat avec mon fils, moi, qui a 20 ans, qui ne voyait pas du tout le film comme moi. Il y a un autre film qui sort là en ce moment, qui s'appelle Police avec Omar Sy, oui. Qui pose la question du rôle de la police par rapport aux expulsions d'étrangers. Et c'est aussi un film qui fait réfléchir, me semble-t-il. C'est un film grand public, c'est pas... Et puis, il y a un autre film, parrainé par la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle Un pays qui se tient sage, en référence à l'affaire de Mantes-la-Jolie, où les gendarmes avaient mis pendant des heures des jeunes à genoux, en prenant la vidéo et en disant « voilà une classe qui se tient sage », donc c'est une référence à ça, et c'est un excellent film de débat et pour interpeller le rôle de la police avec des passages de violences policières, d'images de violences policières et des témoignages. Je ne vous dirai pas lesquels, je vous les laisserai les découvrir au cinéma. Il sort le 30 septembre. Voilà, il sort le 30 septembre, mais il y a déjà des avant-premières, notamment en région parisienne, qui permettent de les voir, et je crois que c'est un excellent outil pour faire des débats, monsieur le maire, dans votre commune. et je trouve que c'est très intéressant. Donc ça vient d'abord de la citoyenneté. Et il y a un rôle, vous l'avez dit aussi, des électeurs. Parce que si on en est là, c'est aussi parce que les électeurs soit se désintéressent, soit votent comme ils votent. Mais dans les quartiers populaires, on sait très bien que le problème, c'est qu'ils ne vont plus voter. Donc il faut nous interroger aussi là-dessus et voir comment essayer de faire en sorte que notre système électoral étouffe un tout petit peu moins. Donc on est, nous, ce qu'on appelle une association généraliste. On s'intéresse à plein de sujets, mais je pense que notre colonne vertébrale à nous, militants de la Ligue et militantes de la Ligue des droits de l'homme, c'est cette question du respect des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Dans une démocratie, il ne suffit pas de se dire « je suis république et parce que je suis des républiques, les violences policières n'existent pas ». Il faut surveiller le respect de l'état de droit et des droits de l'homme en permanence. Et ça, c'est le rôle des citoyens. Ce que j'appellerais, je dirais, c'est à nous rejoindre, à rejoindre d'autres organisations qui travaillent sur ces questions, parce qu'on a besoin d'éducation populaire, on a besoin de gens qui s'investissent sur ces champs-là pour justement faire respirer la démocratie. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Marie-Christine Vergiat, tout est entre nos mains, alors si je vous entends bien. Entre nos mains, il faut aller voter, il faut surtout pas croire que parce qu'on a la bonne couleur de peau, la bonne classe sociale, ça ne nous concerne pas. Non, ça concerne tout le monde et tout ce qui atteint les plus faibles finira un jour par concerner les autres. Donc je tenais à le rappeler. Belle conclusion. Merci à vous. Merci à vous tous, un grand merci. Donc je rappelle vos noms et vos fonctions pour terminer. On était donc avec Nathalie Théiot, représentante de l'Observatoire parisien des libertés publiques, Anthony Caillé, représentant la CGT Police, Daniel Véron pour l'Observatoire de la liberté de création, Marie-Christine Vergiat, donc vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, et Azzedine Taibi, maire de cette ville populaire de Stein. Merci beaucoup à tous.